Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'analyse des grands enjeux de société. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous touche tous de très près. En 2021, juste au sortir des confinements, on nous prédisait, vous savez, avec une certitude absolue, un exode urbain massif. Ah oui, la fameuse mort de la métropole, on l'a tous entendu. Exactement, la mort de la métropole. Pourtant, aujourd'hui, si vous regardez les chiffres récents, les loyers parisiens, lyonnais ou bordelais n'ont jamais été aussi élevés. La course vers les hypercentres, elle continue de plus belle. C'est un fait, les données sont têtues sur ce point. Voilà. Donc, pourquoi ce besoin viscéral de s'entasser les uns sur les autres alors que l'espace nous tend les bras? C'est vraiment cette dichotomie géographique et sociologique que nous décortiquons aujourd'hui. Le choix de vie entre l'effervescence de la ville et la quiétude de la campagne. Tout à fait. Et nous nous appuyons pour cela sur une littérature sociologique récente, très riche, pour analyser ces deux écosystèmes en profondeur. C'est ça. Alors, pour poser mon postulat d'emblée, en tant que jeune active, je défends l'idée que le dynamisme urbain est un moteur absolument incontournable. Pas seulement pour l'évolution de carrière, mais disons pour la construction même de notre agilité intellectuelle. Je suis convaincue que la ville est indispensable. J'entends. Eh bien, de mon côté, je l'aborde d'une manière radicalement différente. Je soutiens, avec une perspective peut-être plus posée, que la véritable qualité de vie, la santé cognitive et physiologique, réside dans la reconnexion aux espaces naturels. L'éloignement de la ville, donc. Voilà, l'éloignement d'une toxicité urbaine qui est devenue, selon moi, non seulement systémique, mais littéralement invivable sur le temps long. Très bien. Entrons donc dans la mécanique de ces espaces. Si j'adopte une posture, disons, de sociologue urbain, je ne vois pas la ville comme un simple empilement de béton. C'est ce que l'on appelle une économie d'agglomération. Oui, le terme académique consacré. C'est ça. Ça n'est pas seulement une question de densité de population, c'est vraiment une question de friction des idées. Le milieu urbain provoque un brassage continu qui génère ce que les économistes nomment des effets de débordement. Les fameux knowledge spillovers. Exactement. En ville, vous ne faites pas que chercher un emploi, vous entendez une conversation dans un café qui d'un coup change votre perspective. Vous croisez un ancien collègue dans le métro qui vous connecte direct à une start-up. La sérendipité. Oui, c'est un écosystème où la proximité physique absolue crée une sérendipité, une synergie intellectuelle qu'il est, à mon sens, impossible de reproduire artificiellement derrière un écran à la campagne. L'exposition constante à des horizons variés forge notre plasticité cérébrale, quoi. D'accord. On apprend à traiter l'imprévu en permanence. Et c'est précisément cette agilité mentale qui est requise dans notre monde contemporain. Alors, c'est un exposé très structuré, vraiment digne d'une excellente plaidoirie, et je comprends tout à fait la séduction théorique de ce modèle urbain. Merci. Mais je sens un mais arriver. Absolument. Permettez-moi de prendre un peu de recul, un peu comme le ferait un jury évaluant la viabilité de votre proposition à l'échelle d'une vie humaine complète. La question fondamentale face à cette apologie de l'hyperconnexion, c'est comment le cerveau humain gère-t-il cette fameuse friction? Il s'adapte, tout simplement. S'adapte-t-il ou s'épuise-t-il? Vous parlez d'un écosystème stimulant. Moi, d'un point de vue systémique, j'y vois plutôt une centrifugeuse. Une centrifuge, c'est fort comme image. Mais c'est la réalité. La force centrifuge, c'est une loi physique élémentaire. Plus le centre tourne vite pour générer cette fameuse énergie dont vous parlez, plus il expulse violemment vers la périphérie ceux qui ne peuvent pas soutenir la cadence. Hmm, L'injonction constante à l'action, au réseau, à la performance, ça crée une surcharge cognitive permanente. Les données de notre matériel source montrent que la santé mentale, elle est préservée par la capacité à s'extraire de cette hypervigilance. c'est sûr qu'il faut savoir déconnecter, je vous l'accorde. À la campagne, l'espace ouvert permet justement de relâcher cette pression. Donc je vous pose la question. L'effervescence intellectuelle urbaine a-t-elle la moindre valeur si elle a pour corollaire un épuisement psychologique généralisé? Je vois très bien pourquoi vous filez cette métaphore de la centrifugeuse. C'est vrai, mais laissez-moi vous donner une autre perspective sur cette pression. Regardons simplement les mécanismes de l'ascension sociale. Je vous écoute. L'INSEE le démontre très clairement dans les études récentes. Les grandes métropoles monopolisent les secteurs à très forte valeur ajoutée. Et pourquoi? Parce que l'innovation nécessite de la concentration. La concentration des capitaux, surtout. Des capitaux, oui, mais aussi des talents. Pour un jeune actif, cette pression est en réalité un creuset formateur. C'est le principe de la surcharge progressive en musculation, en fait. Pour grandir, pour se développer, il faut une résistance. Ah, la ville comme salle de sport métaphorique. C'est un peu ça, hein.
La ville fournit cette résistance. Elle permet des bifurcations rapides. Vous êtes dans la tech, vous voulez, disons, pivoter vers la finance verte. En ville, les centres de formation, les experts, les fonds d'investissement, tout est dans un rayon de 5 kilomètres. Ce qui facilite la logistique, certes. Exactement. Vous pouvez changer de trajectoire en quelques mois. Donc, ce que vous appelez une surcharge cognitive, moi je l'appelle l'acquisition accélérée d'un capital spatial et social. Hmm. Comment justifier, particulièrement pour une jeunesse qui doit se construire, de s'isoler délibérément de ces viviers d'opportunités? En posant une question très pragmatique, à quel prix intime cette surcharge progressive s'obtient-elle? C'est-à-dire, Ce que vous décrivez là comme une fluidité excitante du marché du travail, ça se traduit dans les faits par de l'anxiété chronique. Si vous nous écoutez depuis une ligne de RER bondée en ce moment même, vous savez de quelle réalité physiologique je parle. oui, les transports peuvent être pénibles, c'est indéniable. Pénible, c'est un euphémisme. Le matériel source décortique ce rythme effréné. Le citadin ne gère pas seulement la complexité de son travail, il gère la complexité de sa survie quotidienne. La compétition pour le moindre mètre carré, pour la moindre place en crèche, ou même juste pour avancer sur un trottoir. Ça fait partie de la densité, oui. Mais les pôles d'emploi urbains exigent un sacrifice nerveux colossal, qui mène très souvent droit au burn-out. Et je remets en cause votre idée que cela forge l'agilité. Souvent, malheureusement, ça forge des mécanismes de défense. Des mécanismes de défense 1. Vous allez un peu loin, non? Pas du tout. On se coupe de ses émotions, on met des écouteurs à réduction de bruit, on s'isole au milieu de la foule. L'ascension professionnelle est une belle promesse, je ne le nie pas. Mais elle agit comme un miroir aux alouettes si elle détruit l'individu avant qu'il n'en profite. Alors, c'est une critique légitime de la culture de l'hyperperformance, je ne le nie pas, et je ne nie pas non plus que le coût d'entrée dans cet écosystème soit élevé. Très élevé. Mais je ne suis pas convaincue par cette ligne de raisonnement qui réduit l'expérience urbaine à une sorte de survie darwinienne. Vous parlez de l'isolement dans la foule, mais l'alternative rurale n'est-elle pas pire en termes d'isolement pur? Je ne crois pas, non? Nous pouvons donc acter notre premier grand point de divergence sociologique ici. D'un côté, moi j'avance que la concentration urbaine est un accélérateur indispensable de capital humain qui justifie une certaine rudesse. Et de l'autre, vous affirmez que cette cadence détruit précisément l'humain qu'elle est censée élever. C'est exactement cela. C'est un excellent résumé. Et si la carrière exige de tels sacrifices psychologiques, regardons un peu de plus près comment cela se matérialise dans le confort de vie quotidien une fois la journée de travail terminée. Allons-y, parlons du quotidien. Car c'est là, à mon avis, que la ruralité reprend un avantage écrasant. Elle offre ce que la sociologie appelle la souveraineté spatiale. Les données immobilières sont formelles à ce sujet. Le prix du mètre carré, inévitablement. Paul, le fruit de ce fameux travail à haute valeur ajoutée y part où? Dans un loyer exorbitant pour une surface indigne. À la campagne, l'accès à la terre, à un immobilier spacieux, ça redevient la norme, même pour des revenus médians. C'est un argument matériel fort, oui. Mais au-delà des simples mètres carrés, c'est vraiment une question de psychologie environnementale. Avez-vous entendu parler de la théorie de la restauration de l'attention, La théorie de Kaplan, oui, bien sûr. qui stipule en gros que la nature restaure notre capacité de concentration, c'est bien ça? Précisément. En ville, le cerveau est en mode attention dirigée en permanence. Il doit filtrer activement les stimuli inutiles. La sirène d'une ambulance, la publicité clignotante, le mouvement soudain d'un passant, un scooter. Oui, c'est vrai que la ville est très stimulante. C'est un effort métabolique constant. À la campagne, l'environnement naturel sollicite l'attention fascinée ou passive. Regarder le vent dans les arbres, ça ne demande aucun effort de filtrage au cerveau. C'est très poétique. C'est biologique surtout. Au contraire, cela répare les réseaux neuronaux épuisés par la concentration. À cela s'ajoute l'éloignement physique d'une architecture urbaine qui est, soyons honnêtes, entièrement conçue pour susciter la consommation compulsive. La campagne, par sa simple géographie, allège la charge mentale financière et restaure la biologie de l'individu. Alors l'argument de la théorie de la restauration de l'attention est intellectuellement très séduisant, vraiment. Mais j'y vois une limite majeure. Vous décrivez le repos d'un cerveau, mais pas sa nutrition. Sa nutrition? Oui. Avez-vous pris en compte le paradoxe de la sclérose sociale inhérente à ces grands espaces? D'accord, vous possédez un vaste jardin, certes. Le cerveau se repose, très bien. Et ensuite? Et ensuite, on vit, tout simplement. Oui, mais l'espace social est dramatiquement restreint. Le risque d'ennui et d'atrophie intellectuelle est immense.
En ville, ce que vous qualifiez péjorativement de tentation consumériste, c'est en grande partie l'accès immédiat à la culture vivante. La culture vivante, c'est-à-dire? Pouvoir descendre en bas de chez soi, prendre un transport en commun, aller voir une exposition de photographie contemporaine, assister à un débat pointu ou juste découvrir une gastronomie étrangère. Cette accessibilité, elle empêche l'étiolement de l'esprit. Je vois. C'est une nourriture intellectuelle continue qui forge une citoyenneté ouverte sur le monde. Donc, honnêtement, réduire son espace privé de quelques mètres carrés pour gagner le monde entier comme jardin public, ça me semble être un compromis bien supérieur. Mais cette culture urbaine, comment la consommez-vous réellement au quotidien? Vous courez d'une exposition à l'autre pour cocher des cases d'acceptation sociale, souvent. Oh, pas forcément, c'est de la vraie curiosité. Moi, je vous oppose la supériorité d'un ancrage local profond. En milieu rural, les relations se construisent dans la durée, sur l'entraide matérielle véritable. Face à un coup dur, le réseau de voisinage rural s'active. Les fameuses solidarités locales. Exactement. La ville vous offre peut-être des milliers d'interactions superficielles, mais la campagne offre une dizaine de piliers inébranlables. Nous touchons donc vraiment à la nature même de l'espace personnel face à l'espace public. Pour synthétiser un peu ce deuxième axe de notre réflexion, vous privilégiez le pouvoir d'achat, le repos cognitif et la profondeur des liens de proximité. C'est bien résumé. Tandis que je défends la richesse des infrastructures culturelles et la diversité des stimulations comme remède à la stagnation intellectuelle. Mais puisque vous évoquez l'ancrage local, je me permets de lancer un véritable défi technique sur la viabilité de ce modèle à grande échelle. Je vous écoute. Quel est ce défi? Parlons de l'accès aux services de base et surtout de l'empreinte matérielle de votre modèle. Sociologiquement, prôner la ruralité aujourd'hui, c'est quand même occulter la réalité frappante des déserts médicaux. Ah, l'argument de la santé? J'attendais cela. Eh bien oui. Comment pouvez-vous défendre de manière pragmatique un écosystème où faire un infarctus signifie attendre une ambulance pendant 45 minutes? Ce n'est pas qu'un manque de confort, là. C'est un danger vital qui est clairement pointé par notre source sociologique. C'est un vrai problème, en effet. Et de plus, ce mode de vie repose sur une hyper-dépendance absolue aux véhicules individuels. L'empreinte carbone d'un habitant du périurbain ou du rural qui doit démarrer un SUV de 2 tonnes juste pour aller acheter son pain ou déposer ses enfants, c'est colossal. D'accord. La ville, par sa densité, permet la mutualisation des infrastructures de santé et une efficacité carbone par habitant bien supérieure grâce au transport en commun et au chauffage collectif. Alors c'est un angle d'attaque très pertinent. Je ne nierai absolument pas la faiblesse structurelle du réseau de santé rural actuel. C'est une réalité indéniable. Bien que, je pourrais vous rétorquer que la fermeture des hôpitaux de proximité est un choix politique et non une faille inhérente au mode de vie à la campagne. Mais passons. Quant à la dépendance automobile, oui, c'est une réalité indiscutable. On est d'accord sur ce point. Mais je n'achète pas du tout votre argument de la pureté écologique urbaine pour autant. Laissez-moi retourner la question de la santé publique contre voie. Allez-y. Vous vous inquiétez du temps de trajet de mon ambulance. D'accord, mais regardez ce que votre propre écosystème fait à la physiologie de ses habitants au quotidien. Que voulez-vous dire? Les transports en commun sont infiniment moins polluants per capita. Moins polluant par passager, peut-être. Mais regardez l'empreinte toxique globale dans laquelle vous baignez. Les études épidémiologiques sont terrifiantes sur ce point. Vous parlez de la qualité de l'air. Bien sûr. La densité asphyxiante de la ville engendre une exposition continue aux particules fines, au dioxyde d'azote. Regardez l'augmentation vertigineuse des pathologies respiratoires, de l'asthme infantile, des allergies. La ville, en fait, vous rend littéralement malade. Il y a des politiques de verdissement en cours tout de même. Insuffisante. Et je n'ai même pas abordé la pollution sonore. Le bruit urbain n'est pas juste agaçant. C'est un déclencheur chronique de cortisol. L'hormone du stress. Exactement. Il perturbe les cycles de sommeil profond, il épuise le système immunitaire et il augmente les risques cardiovasculaires de façon prouvée. Vous vantez l'hôpital ultramoderne situé à 500 mètres de chez vous, c'est précisément l'air que vous respirez dans votre rue qui vous y envoie aux urgences. Ouch, c'est une image frappante, je dois l'avouer. En vous écoutant, l'analogie qui s'impose à moi pour décrire notre modèle métropolitain, c'est celle d'un moteur surpuissant qui s'encrasse. C'est une très bonne métaphore. Il produit une énergie phénoménale, il tracte l'innovation technologique du pays, mais l'intensité de sa propre combustion génère des gaz d'échappement qui abîment ses propres rouages, c'est-à-dire ses citoyens. Nous y voilà. Je dois admettre, oui, que la densité
crée des externalités négatives qui atteignent aujourd'hui des limites physiologiques que la technologie peine encore à résoudre. La mutualisation des ressources a un coût sanitaire localisé énorme. Nous arrivons donc à une impasse analytique fascinante, vous ne trouvez pas? Totalement. Chaque modèle souffre d'une faille systémique presque létale. La ville génère une toxicité environnementale et nerveuse, tandis que la campagne, elle, souffre d'un isolement logistique et médical grave. C'est le dilemme du monde moderne. Oui, et si on sort un peu de l'analyse stricte des données de notre matériel source, ce qui me frappe, au-delà de ces considérations techniques, c'est vraiment le paradoxe de la solitude. Ah oui, le fameux paradoxe de la solitude urbaine. C'est sans doute l'un des phénomènes sociologiques les plus cruels de notre siècle. C'est terrible. Être physiquement encerclé par des dizaines de milliers de personnes, frotter les épaules de centaines d'inconnus chaque matin dans le métro, et pourtant faire l'expérience d'une invisibilité totale. C'est ça. L'anonymat urbain, qui était historiquement perçu comme une liberté face au contrôle social étouffant des petits villages, il s'est transformé en un isolement abyssal pour beaucoup de jeunes actifs. C'est une détresse vertigineuse. À la campagne, la densité est très faible. On est d'accord. Vous croisez très peu de monde. Mais la qualité de l'interaction est radicalement différente. Quand vous croisez quelqu'un sur un chemin de terre, vous le saluez, vous le regardez, vous êtes reconnu en tant qu'être humain. En ville, l'autre est devenu un simple obstacle sur le trottoir, un corps à éviter pour avancer plus vite. C'est triste mais très juste. Cette déshumanisation par la densité me terrifie bien plus que l'absence de musée. Toutefois, je dois concéder que l'absence de renouvellement social à la campagne peut mener, à terme, à un entre-soi sclérosant. L'humain a fondamentalement besoin de nouveautés. Et c'est exactement là, je pense, que notre analyse purement sociologique et géographique doit s'adapter aux nouveaux outils. On raisonne depuis tout à l'heure comme si la géographie était encore un destin absolu. Ce qui n'est plus le cas. Or, il existe une porte de sortie, un compromis tout à fait réaliste qui commence à redessiner la frontière entre nos deux mondes. Je parle bien sûr du déploiement du télétravail massif et structurel. Ah, j'attendais que vous ameniez ce point. C'est effectivement la variable qui bouleverse nos modèles traditionnels aujourd'hui. Oui, si nous intégrons le télétravail hybride ou total dans notre équation, nous désamorçons presque magiquement les pires aspects des deux camps. Comment ça? Prenez un professionnel de la tech, un chercheur ou un designer. Il n'a plus besoin d'être physiquement absorbé par la fameuse centrifugeuse urbaine 5 jours par semaine pour bénéficier des effets de débordement intellectuel. Il y a le numérique? Voilà. Il peut maintenir sa connexion au pôle d'innovation via les réseaux et ne venir en ville que pour les moments de pure synergie créative, tout en vivant au quotidien dans votre sanctuaire rural. Écoutez, je valide entièrement cette perspective, surtout pour les territoires ruraux. Le travail à distance, pour les emplois qu'il permet évidemment, ça vient neutraliser l'argument massu que vous brandissiez tout à l'heure, à savoir le manque d'opportunités de carrière à la campagne. Exactement. Le meilleur des deux mondes. Si vous importez votre emploi urbain dans le tissu rural, vous gagnez sur tous les tableaux. Et mieux encore, sur le plan écologique. Cela détruit l'obligation des mouvements pendulaires. Ah oui, les embouteillages du matin. Ces millions d'allers-retours quotidiens absurdes entre la grande banlieue et les centres d'affaires, qui sont, rappelons-le, la principale cause de l'encrassement de votre fameux moteur surpuissant. Le télétravail pourrait être la clé pour revitaliser économiquement nos campagnes, réinjecter du pouvoir d'achat localement tout en évitant de s'épuiser dans des trajets sans fin. Absolument. Et du point de vue urbain, cela permet de relâcher la pression insoutenable sur l'immobilier. On pourrait repenser la ville non plus comme une usine où l'on doit pointer tous les matins, mais comme un véritable espace de rencontre, de culture, de haute intensité. La ville choisie et non subie. C'est ça. La ville redeviendrait désirable car elle ne serait plus obligatoire. Mais attention toutefois, le télétravail n'est pas une panacée. Il ne concerne pas les travailleurs de première ligne. Et il comporte aussi le risque, très réel, d'importer l'hyperconnexion urbaine jusque dans le salon rural. Ce qui détruirait le bénéfice de la campagne. Voilà, ça détruirait la frontière salutaire entre travail et repos. C'est un risque bien réel, d'où l'importance de préserver une hygiène numérique stricte. Bien, je crois qu'il est temps pour nous de tirer les conclusions de cette exploration sociologique. Oui, tout à fait. Alors, pour résumer un peu la ligne de pensée que j'ai tenue aujourd'hui, bien que j'ai concédé la toxicité environnementale de l'hyperdensité, je maintiens que la métropole reste le creuset indispensable du progrès humain. L'économie de l'innovation exige la friction. Votre argument de base, oui. La ville est ce théâtre où l'éducation, les capitaux et les idées s'entrechoquent.
C'est un milieu qui est très exigeant, parfois cruel, mais c'est une machine formidable pour s'arracher au déterminisme social et multiplier ses perspectives professionnelles et intellectuelles en un temps record. J'entends. Et pour ma part, face à ce moteur à haut régime, je réaffirme que la ruralité est en passe de redevenir l'asile sanitaire et psychologique par excellence du XXIe siècle. Mhm. Prôner la campagne, ce n'est pas fuir le monde moderne. C'est au contraire revendiquer une reconnexion indispensable à la nature, réparer notre attention qui est complètement fragmentée et choisir un mode de vie à l'échelle humaine. C'est vraiment privilégier le temps long et la qualité des liens face à la frénésie consommatrice de l'hypercentre. En définitive, notre débat révèle qu'il n'y a pas de vérité géographique absolue. Ce choix, il dépend intrinsèquement des priorités personnelles de chacun, du budget et surtout du cycle de vie. C'est le point clé. La soif d'absorption, de réseau et d'ascension de la jeunesse trouve naturellement son terrain de jeu dans l'asphalte et la densité. À l'inverse, la maturité, ou simplement le besoin de retrouver une souveraineté sur son espace mental et physique, trouve sa résolution dans l'ouverture des paysages ruraux. Absolument. Et l'hybridation des modes de travail dont on a parlé est en train de rendre cette frontière très poreuse, nous permettant peut-être d'inventer une toute nouvelle manière d'habiter le territoire. Espérons-le. Que vous soyez actuellement galvanisé par la friction des grandes métropoles ou en train de trouver votre ancrage loin du bruit, l'essentiel est d'analyser de façon critique l'impact de votre environnement sur votre équilibre profond. À très bientôt dans d'autres épisodes pour de nouvelles explorations.